Commun. Donc en 2015, avec deux collègues architectes, Gérald Dedan et Gilles Debrun, et puis avec ma collègue anthropologue Chloé Salambier, moi je suis sociologue, on a souhaité travailler ensemble. L'idée était de travailler sur la question de l'habitat et de la durabilité en croisant au fond les regards spatiaux et sociaux. On a eu la chance d'obtenir une bourse, dans l'occurrence la bourse Christian Leleu, pour un peu initier ce projet au départ. Alors on s'est retrouvé avec cette opportunité et puis on s'est dit bon maintenant, même si on avait déjà une petite idée, quoi, mais comment on travaille? Et donc ça nous a semblé intéressant de questionner d'abord un peu plus la durabilité, comment elle était pensée aujourd'hui, puisqu'on entend parler un peu partout. Et finalement, pour ce faire, on a été amené à revenir un peu aux fondamentaux et voir, dès le rapport Brundtland dans les années 80, comment on s'était pensé au fond cette question de la durabilité, qui aujourd'hui, même si on se réfère souvent au rapport Brundtland, est souvent réduite à sa dimension environnementaliste au fond. Et dans ces traductions spatiales, même sociales, on a souvent cette tendance à réduire à la question environnementaliste ou écologique cette question de la durabilité. Donc revenir au rapport Brundtland et à l'aspect finalement évolutif de questionnement sur un mode de développement qui au fond n'est pas nuisible aux générations futures et qui en même temps permet le développement des capacités de chacun, notamment des plus démunis. Bon, c'était intéressant comme point de départ, ce qui fait qu'à partir de ce retour au fond à une définition un peu fondamentale et un peu consensuelle aussi, mais on a souhaité approfondir sous deux aspects, spatial d'abord et social ensuite, ce que ça pouvait vouloir signifier de manière plus précise. Alors, sous l'angle spatial, au fond, ne pas réduire cette question de la durabilité à son versant environnementaliste, ça amène déjà pour l'architecture et pour l'urbanisme à ne pas penser cette question uniquement, même si ça n'exclut pas d'y prêter attention, mais pas uniquement à des questions de réduction d'empreinte écologique et pas uniquement à des questionnements sur les techniques et les technologies, on va dire, architecturales d'une certaine façon. Et donc ça amène à penser aussi cette question sous l'aspect de la polyvalence, au fond, de l'espace, du comment un espace peut au fond vivre à travers le temps et s'adapter, entre guillemets, à différents usages, à différents modes de vie. Ce qui nous amène très vite à connecter cette question spatiale à la question sociale des modes de vie et à se questionner sur quel mode de vie l'espace ou les architectures les architectures peuvent-elles encourager d'une certaine façon. Alors là, on rejoint le volet plus social de la définition sur la question des capacités, de soutenir les capacités des uns des autres, sans nuire aux générations ultérieures. Donc, comment penser cette question à nouveau? Là, on s'est référé à deux approches théoriques. La théorie des capacités, justement, d'Amartya Sen et sa discussion avec Martha Nussbaum, et puis aussi quelques influences, on va dire, des théories du Caire et des sociologies de l'individu. Alors, j'explique un peu plus. Tout d'abord, l'aspect théorie des capacités. Ce qui est intéressant dans ce type d'approche, donc chez Sen et Nussbaum, c'est de voir au fond l'habituelle question des ressources ou des moyens dont disposent les individus, non pas à partir de quelque chose, si vous voulez, qu'ils auraient en poche, mais de voir les choses en termes de qu'est-ce que les gens peuvent faire.
Et d'une certaine manière, ça amène à voir les choses à partir des contextes où ça se passe et voir les choses de manière longitudinale dans le temps. Et donc, si on pense à la question de l'égalité, par exemple, il ne s'agira pas uniquement de voir les ressources dont les uns et les autres disposent de manière tout à fait égale, mais de voir, en fonction des situations des uns et des autres, quelles sont au fond les véritables capacités de choix en vue d'un épanouissement personnel ou collectif, les capacités de choix des uns et des autres. Et Nussbaum, comme Sen, insiste là-dessus. Alors, chez Nussbaum, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a travaillé notamment, et c'est pour ça aussi que c'était intéressant pour nous, elle a travaillé sur la question des femmes et sur la question des personnes en situation de handicap. Ça permet d'illustrer assez bien ce que peut vouloir dire une telle théorie. On l'a retrouvée d'une certaine manière à Calbright, qui a finalement été une des études de cas, un des terrains d'études qu'on a choisi. C'est un projet qui se situe à Zurich, en Suisse, et qui a été initié par une coopérative qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 1000 membres, mais un projet qui a été initié dans les années 2000, qui a mis une dizaine d'années pour vraiment sortir de terre d'une certaine façon, et qui existe effectivement, c'est-à-dire avec des habitants qui y vivent depuis 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un projet assez récent. Et ce qu'il y a dans ce projet qui regroupe un peu plus, qui regroupe du logement, de l'habitat, mais des espaces collectifs, de l'espace public, mais aussi des services, des bureaux, etc. Dans ce projet-là, il y a par exemple une originalité qui est la création de Joker Room. Donc une sorte de chambre en plus qui se trouve dans l'îlot. Et cette chambre en plus, au fond, peut être attribuée à un appartement à un moment donné, on va dire, du temps. Donc attribuée à un appartement, mais ces chambres sont dispersées dans l'îlot. Et donc ça permet à des ménages ou à des individus d'un moment donné vivre avec quelqu'un qui est lié à eux, mais en même temps indépendant d'eux. Alors concrètement, je pense au cas de personnes, d'un couple dont le mari souffrait en partie en tout cas, était diagnostiqué comme étant malade d'Alzheimer. Ce qui, comme beaucoup d'études le montrent, mais ce qui était le cas aussi dans ce couple-là, ce qui amène beaucoup de changements dans la vie quotidienne de ce monsieur, mais aussi de son épouse, qui devient en partie aidante. Si on suit la théorie des capacités, la question reste bien celle de la liberté de choix. Donc la liberté, si on parle de choix, de faire et d'être plusieurs personnes. Et donc on ne peut pas se cantonner à un seul rôle social. Et là, concrètement, dans un immeuble comme celui de Calbright, le fait d'arriver dans un espace comme celui-là permettait de bénéficier de tout un environnement social relativement bienveillant, relativement convivial, qui faisait que cette dame n'avait pas besoin d'être 24 heures sur 24 auprès de son conjoint d'une certaine façon. Alors c'est à la fois l'environnement général, mais c'est aussi, pour reparler de cette Joker Room, une amie au fond de ce couple qui vivait pas loin et qui d'une certaine manière pouvait à un moment donné être présente pour le monsieur qui avait Alzheimer, être présente, et puis l'épouse en question partait faire son yoga, partait faire plein de choses quand elle le souhaitait, entre guillemets, même si c'est pas non plus tout le temps, mais avait plus de marge de liberté, en tout cas c'est comme ça qu'elle s'exprimait. Donc cette Joker Room, au fond, ça illustre à la fois l'extension des capacités rendues possibles par un lieu habité,
pour une personne, pour plusieurs personnes, puisqu'on peut voir aussi du point de vue de ce monsieur qui a Alzheimer. Donc ça illustre à la fois ça, cette extension des capacités par rapport à une sorte de réduction à un rôle social unique. Et puis ça illustre aussi la polyvalence. Parce que cette Joker Room s'attribue à un logement, mais à un moment donné, pour X ou Y raison, la personne qui a cette Joker Room, cette chambre en plus, décide de partir, ou voilà, ou le couple dont je parlais décide de partir. Bon, et ça peut tout à fait changer de manière assez rapide. Et cette Joker Room, comme elle est attribuée en lien avec un appartement, mais qu'elle n'est pas liée physiquement, c'est pas collé directement, c'est pas à cet appartement, peut être attribuée ensuite à un autre appartement. Alors, rajoutez que du point de vue théorique, on avait croisé au fond la théorie des capacités à des réflexions qui sont proches de celles des théories du Caire. Parce que d'une certaine façon, si on va au bout de la théorie des capacités, on est dans une vision libérale, mais libérale contextuelle, socialisée et processuelle, évolutive, mais qui, en tant que telle, n'insiste pas nécessairement sur la question des solidarités et des interdépendances, même si elle ne fait pas abstraction, mais ce n'est pas le cœur, quoi, si vous voulez, de la théorie. Et du coup, en reliant ça à la théorie du Caire, les théories du Caire, mais en particulier avec le travail de Johan Tronto, ça nous semblait intéressant parce que là, on est sur des théories qui articulent au fond la question de l'autonomie et la question des interdépendances et qui disent au fond qu'on est individu ou qu'on est à un moment donné autonome que parce qu'on est pris dans des liens d'interdépendance. Ça remet très fortement, ces théories remettent très fortement en question l'idée d'une sorte d'individu autonome, libéral, pur, comme ça, qui dépendrait de personne, quoi. À partir de ces théories qui sont au départ des théories féministes, au fond, qui s'intéressent au care comme le care étant le fait de se soucier, quoi, des autres. C'est à la fois le prendre soin, au sens le plus concret en français du terme, mais c'est aussi se soucier, c'est la sollicitude, quoi, des autres. On rentre dans ce registre des interdépendances et ça permet de à la fois proposer une vision pour l'espace et pour la vie sociale très attentive aux questions de liberté personnelle et en même temps pas les penser de manière abstraite, quoi, ou pas de manière déconnectée des liens collectifs dans lesquels tout ça se construit. Et le cas de Kalbraich est à nouveau assez intéressant pour illustrer ça, parce que ce projet-là, je ne l'ai pas encore dit, mais je l'ai un peu évoqué, mais c'est le projet d'une coopérative. Et donc, cette coopérative, à la fois dans son projet même, tel qu'il a été formulé par les coopérants qui sont mis ensemble progressivement, au fond. Ça n'était que 10 personnes au départ, mais progressivement ça s'étend. Mais ce projet-là a pris un sens qui accordait à la fois beaucoup d'importance à cette liberté individuelle que le projet permet, cette indépendance d'une certaine manière, et en même temps beaucoup d'importance au collectif, à la fois à travers des espaces, mais aussi à travers des moments d'échange qui s'incarnent dans des espaces, mais des moments aussi collectifs, des formes d'organisation collective. Et donc là, on fait bien la jonction, je pense, en tout cas, entre ces dimensions de liberté individuelle, d'interdépendance, et en même temps d'espaces assez originaux qui sont pensés voilà, pour permettre la rencontre, pour leur polyvalence et pour leur évolution aussi.